début de votre campagne en nous expliquant qu'il a fallu attendre une autorisation de manifestation que vous avez finalement obtenue aujourd'hui? Oui, du moins la décharge. Il fallait commencer par là pour ce qui est des rencontres des masses, mais ça ne nous a pas empêché de commencer les rencontres individuelles, celles que nous appelons de proximité. Celle-là, elle est en cours depuis bien avant le 25 janvier. C'est automatique. Oui. Anani Rabiou-Bindi, c'est handicapant d'avoir une autorisation de manifestation publique seulement une semaine après le début de la compétition. Que M. Francis nous explique pourquoi, quelle raison on vous a donné pour que vous attendiez une semaine l'autorisation de manifester, de faire votre campagne. En fait... quelle raison on vous a donné, Elekam vous a donné? Pas Elekam, la sous-préfecture. Quelle raison en fait, le secrétaire particulier. Disons que pas de raison convaincante, puisque je n'ai pas insisté. J'ai juste compris ce qu'il a dit. Non. Il a juste prononcé quelques mots en me disant que les partis politiques n'ont pas de contraintes spécifiques par rapport au lancement de la campagne. Effectivement. C'est ce qu'il a dit. Oui. Et j'ai trouvé que quelque part, ça pouvait être fondé. Mais, oui, ça pouvait. C'est-à-dire que on peut dire que la campagne commence le 25, mais vous n'êtes pas obligé de commencer le 25. C'est ce qu'il veut dire ou pas? Non. Pas, étant donné que c'est un événement officiel. Oui. Oui. On sait d'office que les partis politiques doivent manifester. Se déployer, donc organiser des grands meetings et tout le reste. Pour moi... Donc on n'a pas besoin d'autorisation ou de déclaration. D'après ses propos. Mais pourquoi vous ne l'avez donc pas suivi dans ses propos et organiser des meetings? C'est pas lui que je dois suivre. Un peu comme on parle de la fonction que je compte exercer sur le plan politique actuellement. C'est une fonction qui demande qu'il faut quand même observer les règles et règlements qui sont en vigueur. Il faut un minimum de respect de ce qui doit être fait. Bravo. Professeur Koyok, est-ce que dans les rangs du RDPC, des militants, des candidats ont eu de la peine aussi à se déployer faute de déclaration de manifestation publique? Je pense que ce que le copanéliste tente d'expliquer n'a pas de sens à mon niveau, dans la mesure où il déclare simplement pour que les forces de maintien de l'ordre s'assurent que ça se passe dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas besoin d'autorisation pour organiser un meeting. Donc à partir du moment où la campagne est lancée, comme j'ai dit tantôt, certains attendaient le financement des publics pour lancer véritablement la campagne. Peut-être qu'il est dans son cas. Et je ne crois pas qu'un parti politique soit capable de dire aujourd'hui qu'il attendait une autorisation pour lancer son meeting ou quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas dans les règles. Anani Rabiou-Bindi? Oui, Carole, je crois que vous avez compris comme moi. Je suis un peu gêné puisque je suis resté sur ma faim. Parce que je n'ai pas compris pourquoi on décide que la campagne démarre tel jour et qu'on vous demande d'attendre. Mais par contre, j'ai apprécié le comportement du futur député. C'est la première fois que nous trouvons dans ce plateau un candidat qui trouve que l'autorité a raison et que ses futures fonctions de député l'obligent à respecter ce que dit l'autorité. Donc même si l'autorité, il a estimé qu'il n'avait pas à s'offusquer et à demander pourquoi il n'a pas fait, c'est pas nous, ni vous ni moi, qui allons le faire. Si lui, il a reconnu la droiture de la décision. Francis Onde, quand vous allez vers les électeurs, les potentiels électeurs, qu'est-ce que vous leur dites? Quand je vais vers les potentiels électeurs, on cause. Franchement, parce que vu la situation de notre pays, il nous faut beaucoup de discipline personnelle, sincèrement. Et dans les causeries, il y a beaucoup de choses qui se disent. Certains indiquent qu'ils sont favorables et certains s'appuient sur les réalités qu'ils vivent généralement
il faut accompagner votre discours d'une bière. C'est obligé. En fait, pour que le message passe. Voilà ma réponse. Si vous devez me voter parce que je vous ai donné une bière, je préfère que vous ne me votiez pas. Mais ce n'est pas avec la haine, c'est juste pour l'amener à comprendre. Mais si vous faites le choix de me voter, je suis d'accord. S'il s'agit de bière, après les élections, demandez-moi une bière, je vous la offrirai. Donc, on a ces échanges. Et puis, certains qui, finalement, quand ils sont contents, ils disent « Ah ouais, là, je vais te voter. » Bon, c'est juste une déclaration, mais c'est ce que certains disent. Et d'autres disent... Mais dans la plupart des... Dans le moindre en nombre des cas, on me dit, s'il n'y a pas quelque chose qui accompagne le discours, mais ça c'est peu, c'est très peu, c'est même... Donc il y a des gens qui sont réceptifs à votre message sans attendre des cadeaux ou quoi que ce soit d'incitatif. La majorité, je ne suis pas prétentieux de dire que je vais gagner ou que... C'est vrai qu'on a l'envie, mais je reste moi-même. Je crois que pour moi, c'est l'occasion d'interpeller les gens, d'être conscients sur ce que nous avons en face de nous. Oui. Vous faites combien d'électeurs? Vous rencontrez combien de potentiels électeurs par jour? Oh, disons que je ne compte pas, mais ce que je compte, c'est les scrutateurs, bien entendu, les représentants du parti dans les bureaux de vote et dans les centres de vote. C'est cela que je compte. Mais dans les causeries, je ne peux pas mettre à compter. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui, je vous ai rencontré 1000 potentiels électeurs, vous en avez convaincu ou pas? Donc vous ne tenez pas des statistiques de votre campagne électorale? Oui, je ne tiens pas des statistiques parce que ce n'est pas forcément groupé. Souvent, quand la conversation est intéressante avec quelqu'un, il appelle une de ses connaissances à l'autre bout et tout de suite on prend rendez-vous pour se rencontrer. Donc, et bien évidemment, certains de vos journalistes m'ont appelé en journée. C'était difficile parce que j'avais déjà plusieurs rendez-vous à plusieurs endroits différents et je ne pouvais pas m'atteler à travailler avec eux. J'avais plus intérêt à rencontrer ces personnes que de parler à la presse. Oui. Jacqueline Koyok, le RDPC aussi s'est beaucoup évertué à appliquer la technique du porte-à-porte. On l'a vu dans les reportages qui remontent un peu partout dans le pays. C'est un choix qui est dicté par les mêmes convictions que notre invité de l'UNDP. Vous savez que pendant l'élection présidentielle, c'était l'option du RDPC. Et je pense que beaucoup de partis politiques ont pris cela comme la meilleure des stratégies. Donc, ils vous ont copié? Voilà, ils ont copié un peu. Mais en réalité, c'est ce qui concerne le RDPC. Il est simplement question d'aller rappeler à nos militants et aussi faire des opérations de charme pour ceux qui hésitent, ceux qui hésitent pour qu'ils soient et nous votent prochainement. Donc, dans la plupart des circonscriptions, on a reparti les équipes dans tous les quartiers et autour des chefs de chefferie et tout le monde dans le quartier est impliqué. Nous faisons le porte-à-porte groupé. Donc, plusieurs équipes le font à la fois. C'est pas une même équipe qui fait la ronde, mais dans chaque secteur, il y a une équipe qui va donc vers nos électeurs habituels et vers ceux qui hésitent et nos sympathisants. Anani Rabiabindi, est-ce que c'est efficace de rencontrer les gens face à face? Est-ce que ça ne jette pas un peu de tiédeur sur la campagne qui n'a pas son effervescence connue, les grands rallyes politiques, des meetings avec du monde à perte de vue? Est-ce que ça n'enlève pas cette goût de la campagne en termes de propagande? Je voudrais poser une question à M. Francis. Peut-être répondre d'abord à la mienne. Non, c'est pour répondre à la vôtre. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'UNDP?
Je suis à l'UNDP depuis 1992. Depuis qu'ils ont rejoint la majorité gouvernementale. C'est là où je voulais arriver. Je voulais vous demander ceci. Est-ce que vous croyez que cette méthode, vous savez que l'UNDP avait 46 députés en 92. Ils en avaient 46. Les gens, les mauvaises langues ont dit que c'est parce que les SDF ne s'étaient pas présentés et que c'est les électeurs du SDF que vous avez récupérés. Je vais vous poser ceci. Est-ce depuis ce temps, votre nombre de députés n'a cessé de décroître. Est-ce que vous pensez que la méthode que vous utilisez aujourd'hui vous réussit? Parce que moi, quand je vois que c'est pour répondre à votre question, Carole, que la méthode ne me paraît pas efficace. Moi, contrairement, sur un regard superficiel, en s'appuyant sur le nombre de personnes en termes d'acquisition, c'est pas efficace. Mais sur un regard profond, en termes de fanatisme, c'est très efficace. Parce que c'est une chaîne. En termes de véhicule de votre idéologie. Évidemment, lorsque vous entendez avec quelqu'un, la personne fière de votre message, le véhicule à d'autres personnes, ipso facto. Donc, même si ça peut paraître lent, je crois que plus on se rapproche des élections, plus l'effervescence grandit, forcément le nombre va grandir. En fait, moi je trouve que cette formule, elle n'est pas mal. Rosa Koyak. Oui, je voulais ajouter que la circulaire du président national nous recommande le porte-à-porte. Et vous savez tous que dans chaque circonscription, il y a eu des gros meetings de lancement. Mais maintenant, conformément à la circulaire du président national, le porte-à-porte a été recommandé. C'est ce que nous avons fait à l'élection présidentielle. Et ça vous a réussi visiblement. Voilà, et la circulaire et les autres essayent de faire comme nous. Et je pense que la timidité ne veut pas dire que nous ne sommes pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, mais c'est très coûteux d'organiser les meetings. Et on ne touche pas, nous ne touchons pas ceux qui hésitent. Mais l'argent de la campagne est arrivé. La première partie, la première tranche de l'appui financier de l'État a été débloquée. C'est vrai, 72 heures après le début de la campagne, mais l'argent est disponible. Est-ce que ça ne vous suffit pas pour vous organiser? Le FDPC n'a pas attendu le financement public pour lancer ses campagnes. Vous avez vu des meetings au niveau de chaque circonscription politique et de gros meetings. Et vous voyez encore jusqu'à aujourd'hui des meetings sur l'ensemble du territoire. Mais parallèlement à ces meetings, chaque circonscription s'est organisée en plusieurs équipes de campagne qui doivent donc aller faire la campagne de proximité pour fidéliser notre électorat. Donc l'objectif, ce n'était pas nécessairement pour économiser de l'argent, mais c'est surtout pour aller fidéliser nos militants sur le terrain, comprendre leurs doléances, parce que c'est un dialogue que nous engageons avec notre électorat, dont les gens nous disent quelles sont leurs attentes et nous leur expliquons ce que nous attendons d'eux, ainsi de suite. Francis, c'est l'argent qui manque le plus dans votre déploiement ou pour votre déploiement? Ce n'est pas une question d'argent. Évidemment, on peut parler d'argent si on a l'habitude d'agir sur le pouvoir de l'argent, mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. C'est un choix. Oui. Donc, même si on avait signé avant le 25 janvier notre autorisation, le programme il est bien inscrit. On serait toujours dans les porte-à-porte. Dans les porte-à-porte. Et on aurait également engagé les autres activités aux dates indiquées sur la demande. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Mais vous avez quand même reçu de l'argent, non?
Oui, officiellement, ça se dit partout. Et dans vos poches, ça ne se trouve pas? Dites-nous. Dites-nous. Est-ce que l'argent n'est que sur du papier? J'aurais bien voulu le faire. Mais il faut éviter de se tirer des ennuis pour rien. S'il est dans ma poche, on pourrait me suivre pour le récupérer. Non. Vous avez l'argent ou pas, donc, finalement? Il est là, il est là en bonne place et on va l'utiliser pour les objectifs. Vous avez fait peur. Cet effet. Nani Rabiou Bindilo, il y a quelques jours, on avait reçu des candidats qui se plaignaient de ce que l'absence de financement public handicapait le déroulement de la campagne, notamment dans la fabrication des affiches, dans le déploiement des personnes. Et aujourd'hui, on a 2 autres cas de partis qui se disent que l'argent n'est pas important. Finalement, ça sert ou ça sert pas, cet argent? L'argent sert et ça ne sert pas. Vous savez, Carole, je suis sûr que vous êtes assez intelligente et que vous savez de quoi je parle. En fait, on a vu, moi j'ai vu dans ce pays, un candidat percevoir 26 millions pour être candidat à une élection présidentielle et le lendemain il s'est désisté. Mais il n'a pas remboursé les 26 millions. Il les a gardés. Donc, moi, je crois qu'honnêtement, l'argent que les candidats réclament sert en grande partie à leurs besoins personnels et qu'ils dépensent moins. S'ils dépensaient un peu, ils y mettaient un peu d'intelligence, l'argent servirait, c'est vrai, mais l'argent n'est pas le fort de l'élection. Sauf parce que là, nous nous retrouvons en contradiction à ceux qui disent que c'est l'achat de voix, ceci ou cela, l'achat de voix. Donc, si l'argent part avant tout, ça prouve que l'argent, c'est pour acheter les voix. On retombe sur ce qu'on dit, la corruption communément. Donc, moi, je crois que les candidats devraient d'abord déployer beaucoup d'astuces, beaucoup d'intelligence. Sinon, et j'ai toujours dit que les élections au Cameroun et partout, parce que quand nous étions jeunes, quand Sopo Priso était candidat, ou au Kara, c'était des camions de riz, des cahiers et tout, c'était aussi la corruption, si on peut le dire. On distribuait dans chaque quartier des camions de riz, du poisson séché, et tout. Donc je veux dire que l'élection dans notre pays, à vrai dire, les gens ne se donnent pas les moyens de gagner. Ils utilisent la corruption, ce qu'on appelle l'achat de voix, qu'eux-mêmes ils condamnent tous les jours. Alors, mesdames et messieurs, madame et monsieur, vous utilisez la corruption pour séduire les électeurs, vous êtes d'accord avec ça? Bon, en ce qui concerne le RDPC, nous, on ne corrompt pas notre électorat. J'ai dit tantôt que nous fidélisons notre électorat et nous cherchons à attirer vers le RDPC ceux qui hésitent. Peut-être la fidélisation passe par les moyens de la corruption. Non, la fidélisation, les mêmes moyens que la corruption. veut simplement dire qu'on veut écouter qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour qu'on réagisse les programmes à l'intention des citoyens en général. Je continue à dire ceci. Ce n'est pas seulement le RDPC. Ce que je dis, je reproche à ceux qui sont opposés au RDPC, qui disent faire la même chose. Le RDPC utilise la bière, ceci. Mais la vérité est que quand il y a un meeting du RDPC, moi j'habite Bonabéry, les gens, je les vois repartir pour vous devez le convaincre, hein, c'est votre électeur. Je les vois aller en rang, en groupe, pour dire on va déjà chercher les 1000 francs de la campagne. Donc ça veut dire que on ne doit pas s'offusquer de cela. Parce que nous sommes de mauvaise foi, nous savons tous que l'argent joue un rôle important dans la politique en Afrique et même ailleurs. Professeur Koyok, c'est des clichés ou vous avez dépassé cela ou alors c'est toujours en vigueur? Bon, disons que tout le monde dans le RDPC n'a pas les mêmes moyens. Ce que nous faisons souvent quand nos militants se déplacent et nos sympathisants, on appuie pour le transport. Ce n'est même pas pour la boisson et pour le reste, parce que les gens se déplacent. Ils font 6-7 km pour un meeting.
Et puis, on donne un petit appui pour leur transport. Mais je voulais dire que, contrairement à ce que vous avez dit tantôt, nous avons vu la semaine dernière des partis, au lieu de mener leur campagne, qui ont commencé à piétiner les pagnes du RDPC. Vraiment, ça, c'est des habitudes des gens impliqués. L'habitude, moi, c'est la corruption morale des électeurs. Et puis, c'est l'incivisme. Nous avons vu cela et nous nous sommes dit, au lieu de battre campagne, il y a certains partis politiques qui savent que d'office, ils ont perdu. Donc, ils commencent à troubler la campagne du RDPC. Et je pense que si vous avez vu que c'était calme, c'était pas vraiment... C'était pas si calme que ça. Voilà, puisqu'il y a eu un choc. Et pour nous, lorsqu'on regarde un candidat, quelqu'un qui a été à l'hémicycle, et vraiment sans condescendance, et avec condescendance, et tout ce que nous avons vu, nous ne comprenons pas comment quelqu'un qui a été à l'hémicycle, un député, pouvait se comporter. Carole et moi, nous n'approuvons pas ça. Oui, pardon, mais Madame Koyok, le candidat en question vous dira, que le président de l'Assemblée nationale aussi avait parfois fait la même chose pour les effigies d'un autre parti politique. Voilà. Donc du coup... non, il apprécie. Exactement. Voilà. Donc ce n'était pas aussi calme que ça. Ça veut donc dire qu'il y a un choc sur le terrain. Parce que le RDPC occupe rationnellement ces espaces. Et cela choque peut-être certaines personnes qui passent par ce genre d'actes pour décourager ceux qui veulent... Francis Fonno, RDPC, votre adversaire à Avouri-Ouest, est-ce que vous, dans votre circonscription, vous avez des incidents à déplorer? Parce que, au-delà de l'incident dont le professeur Koyok parle, on a beaucoup parlé des affiches déchirées un peu partout dans le pays, pas forcément dans la ville de Douala. On a certains partis comme le PCRN et le RDPC, dans certaines circonscriptions, ont déploré les affiches vandalisées. Est-ce que vous subissez ce type d'incident? Non, pas vraiment. Vous avez des affiches, pardon, déjà? Pas partout, à certains endroits. Mais nous n'avons pas encore croisé ce type de comportement. Est-ce que c'est parce que vous me faites peur? Vous ne faites pas peur? Ou bien c'est parce que vous vous comportez tellement bien que tout le monde vous respecte? Oh, je ne suis pas parfait, mais disons, comme je vous ai dit, votre question même me donne l'envie, si c'était possible, d'inviter, de mettre devant vous les conversations que j'ai eues avec certaines personnes. Je crois que quand on cause de façon franche, il y a quand même des niveaux qu'on n'atteint pas. Je ne vois pas où la vexation viendra. Oui. Parce que dans la causerie, la personne fait ressortir sa responsabilité d'effectuer un choix. Mais le rôle de l'agent devient trouble là où la personne ne fait plus un choix. Par exemple, une dame m'a dit, il y a d'autres qui nous donnent de la boisson. Et puis, un autre lui demande, comment vous faites votre choix si 3 personnes vous ont donné chacune de la boisson? Elle dit, oh, quelqu'un donne 1, l'autre donne 2, l'autre donne 3. Le choix se fait au nombre de bières. Voilà, on choisit la personne qui a donné 3. Mais comment qui sait qui a donné plus? Celle qui consomme. Ah, ok. Vous dit. C'est la consommatrice qui fait la consommatrice qui parle. D'accord. Oui. Et donc, oui, allez-y. Alors quand je lui demande, bon, quand vous consommez 3, vous prenez quelqu'un parce que vous avez consommé 3. Et si demain, la situation pour laquelle nous nous battons ensemble n'est pas résolue, vous vous plaignez? Non. Avec 3 bières dans le gosier. Voilà. Non, 6 bières. 6 bières. Elle fait, et maintenant, elle fait le choix de la personne qui lui en a donné le maximum. D'accord. Donc, c'est... Non. Il y a du NDP, l'institution par laquelle, grâce à laquelle je me retrouve, je suis, mais j'ai mes valeurs personnelles. Le plus important pour moi, c'est le calme dans ma tête. Et je crois que c'est ça qui compte en premier.
Anani Rabébidi, sur la question de séduction des électeurs et les incidents. Carole, ça me donne l'occasion. Je crois que les gens vont en politique sans apprendre. L'autre jour, je disais qu'il y a 5 choses que chaque Camerounais croit qu'on fait sans apprendre. Il y a faire la politique, faire du journalisme, jouer au football et faire la musique. Vous savez, on vient de parler des incidents, des affiches déchirées. Les chefs de parti, il y a combien de chefs de parti savent que la société qui a la régie pour les affiches dans la ville de Douala est une société privée, c'est-à-dire Média Plus, dont le candidat, le propriétaire est directeur général, il est député du RDPC. Et que moi j'ai vu lors des élections présidentielles de 2018, un gars, un pompiste, qui me donnait, qui me servait le carburant, me dit, il y avait l'affiche du candidat Maurice Kamto qui était sur cette place. Et que les gens sont venus déchirer pour mettre l'affiche de Paul Biya. Je lui dis, mais vous savez à qui appartiennent ces panneaux? Il me dit, non, mais c'est pour tout le monde. Je lui dis, non. Ces panneaux appartiennent à une société qui s'appelle Média Plus, dont le propriétaire est député du RDPC. Et puis les espaces sont achetés pour un instant, voilà. Pour un temps précis. C'est acheté et tout. Ça veut dire que s'il a vendu ces espaces pour Paul Biya, et même s'il ne vend pas, il peut dire, moi je préfère donner en appui pour son candidat. Pour mon candidat. Et quand vous venez occuper ça, il a le droit de l'enlever. Je crois qu'il y a toute cette éducation qu'on ne fait pas. Et le monsieur me dit, mais non, moi je croyais que c'était, on ne sait pas qui a mis, mais qu'on pourrait aussi venir mettre notre affiche. Il y a ça aussi. Tous ces incidents que vous venez de déplorer, Carole, parlent de l'éducation des masses qui n'a pas été faite. Mais qui doit éduquer? C'est bien les partis politiques qui doivent éduquer les militants. Vont à la quête du pouvoir, mais ont aussi le devoir d'éduquer les masses. Est-ce que vous le faites dans votre parti, professeur Koyok? Et puis la question à vous tout à l'heure. Vous savez que nous savons qu'il y a un encadrement juridique de nos militants. On le fait systématiquement à chaque élection. Et je suis désolée de constater que beaucoup de personnes créent des partis politiques et ne se forment pas eux-mêmes. Parce que si un leader n'est pas formé, il ne va pas penser à former son électeur. Mais il a aussi été reproché aux électeurs ou aux sympathisants du RDPC d'avoir détruit les affiches de certains candidats. Vous avez suivi ce que M. Binji a dit tantôt. Lorsque vous croyez que les panneaux sont à la portée de tout le monde. Oui, mais là, c'est de votre responsabilité d'éduquer donc vos partisans. Non, mais ce n'est pas nos partisans qui le font. Si le propriétaire... Il y a des cas déclarés des partisans qui ont détruit les affiches dans des circonscriptions au Cameroun il y a quelques jours. Mais ils ont détruit les affiches de qui? De qui? Les affiches du candidat concurrent. Oui, mais le candidat concurrent a occupé l'espace appartenant. Pas du tout, c'était un espace public. Ce n'était pas un espace de... C'est une affiche comme une affiche de bord de rue qui n'est pas sur un panneau publicitaire. Ce qui est différent. Vous avez raison. Exactement. C'est pas dans le même contexte. Mais parfois aussi, moi j'ai vu chez moi comment quelqu'un peut venir coller sa photo sur mon portail. Il sait que je suis du RDPC, alors là j'enlève. Et puis... Parce qu'au quartier, dans notre quartier, ils savent que je suis du RDPC. Mais ça, c'est de la provocation. Et puis c'est un espace privé. C'est un espace privé qui vient et colle carrément. Moi, je ne suis d'aucun parti, mais les gens utilisent mon portable pour venir coller des affiches la nuit. Francis Gon, vous faites attention à là où vous affichez aussi dans votre parti? Oui, certainement, mais... Vous savez, l'action des partis politiques, c'est des actions populeuses, c'est des actions multipliées, et il y a beaucoup de personnes, et il n'y a pas toujours, jusqu'à ce qu'on établisse les faits, que celui qui a déchiré, c'est un concurrent. Ça peut être un enfant qui s'amusait, tout ça. Donc, mais moi, je ne m'appuie pas sur ce, parce que les responsabilités en réalité sont partagées. Sauf que malheureusement chez nous, quand il y a un problème, on cherche à accuser quelqu'un. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de trouver la voie pour résoudre. Parce qu'il y a également des espaces sur lesquels la mairie est tenue d'informer les gens sur quel comportement tenir. Alors,
si on commence à chercher les responsabilités de cette manière-là, je crois que c'est pas... Moi, je ne soutiens pas ça. Je dis plutôt que il est bien qu'on cherche les solutions aux difficultés auxquelles on fait face. Parlant de formation, l'UNDP a l'Institut de formation politique. Tout ça est visible à Bessenguer. Et je crois que ce n'est pas discutable pour la formation des militants. D'accord. On tire vers la fin de cette émission. François Koyoxi avait à voter pour les listes du RDPC. C'est pourquoi? Bon, vous avez vu qu'à l'élection présidentielle, le RDPC a eu plus de 71% des voix. Ça veut dire donc que son programme est alléchant. Et maintenant, ceux qui sont sur le terrain et qui accompagnent le président national pour la mise en œuvre de ces programmes ne font que le prolongement de ce programme national. Donc le meilleur des programmes reste le RDPC. Si j'avais à donner un conseil aux citoyens camerounais, votez utile et votez le RDPC au lieu d'aller jeter vos voix n'importe où. Jeter vos voix, ce serait peut-être aussi vous exprimer en faveur de l'UNDP. Francis, ce serait pourquoi? Évidemment, le sens du vote pour l'UNDP se voit dans son nom. Union nationale pour la démocratie et le progrès. Ça veut dire que l'action doit être positive. Contribuons pour que ce soit positif. Mais maintenant, sur le plan personnel, je suis à cet endroit ce jour pour faire comprendre aux Camerounais que nous avons besoin de revenir sur le bon chemin. Et ça, les responsabilités sont partagées. Chacun, en ce qui le concerne, a la capacité de contribuer de manière positive pour le développement du pays. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de rester dans l'ombre et de pointer d'un doigt accusateur certaines personnes qui ont osé, nous avons donc accepté l'opportunité que le Tout-Puissant nous accorde à travers les décisions de la hiérarchie de notre parti pour dire au peuple camerounais que nous avons la réponse aux questions nécessaires pour travailler de façon positive au développement de ce pays. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est quoi ces réponses? Les réponses, c'est d'abord que chacun, d'où d'abord l'importance de cette proximité, ce n'est pas une copie, comme j'ai cru l'entendre, ça c'est même pas, ça n'a rien de semblable. De toute façon, le porte-à-porte restera toujours le porte-à-porte. Oui, sur l'appellation. Ah, l'approche n'est pas la même. Non. La manière dont vous déployez, c'est pas la même. Vous savez comment le RDPC se déploie, lui? Bien sûr. Vous avez parlé des médias, oui. Ça s'est vu. Oui. Ils font en groupe. Nous faisons individuellement. D'accord. Tu es seul face au peuple. Tu causes avec eux. Et quand tu parviens à causer avec quelqu'un qui appelle une connaissance, arrange un rendez-vous avec vous, il faut comprendre. En fait, la passion, je la vis. Et ça me donne encore plus du goût. D'accord. Mais je voudrais bien les réponses dont vous avez parlé tout à l'heure aux problèmes des Camerounais. Vous avez dit que l'UNDP a les réponses. Évidemment, la première réponse, c'est que les gens soient capables de faire un choix. Le vote. Mais je vais vous dire, sur le terrain, j'ai constaté qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a élection. Ils ne savent pas qu'il y a élection. Sur le terrain, j'ai constaté qu'il y a des gens qui vous donnent l'impression de soutenir, de pouvoir faire un choix. Mais quand vous cherchez à savoir s'il a une carte d'électeur, vous vous rendez compte qu'il n'en a pas. Il y a quelqu'un qui vous dit même qu'il est inscrit. Moi, je prends l'initiative de dire à certaines personnes, si tu es inscrit, tu n'as pas retiré ta carte, donne-moi la photocopie de ta carte nationale, je fais le retrait pour toi. Pour me rendre compte qu'il n'a jamais été inscrit. Donc, c'est ces réalités-là qui passionnent un peu. Et je crois que dans tous les débats qu'on a, les gens vont d'abord être capables
de faire effectivement un choix. Vous croyez quand quelqu'un vous dit directement, moi je vais vous voter. Même si ça change après, ça montre qu'il a été initialement emporté. Et là, ce n'est pas des discours fallacieux comme très souvent ça se passe, mais c'est vraiment des échanges de cœur. Donc, comme je disais, la première des choses, c'est le choix. Et la deuxième des choses, c'est la présence avant, pendant et après les élections des élus avec les autres. Parce que je leur ai dit, comme je vous ai annoncé tantôt, je leur ai dit, si c'est question de bière, là maintenant, je ne vous donne pas de bière. Mais si les élections passent, je ne sais pas de quel côté je serai, demandez-moi une bière, je vous la offrirai. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Madame Koyok, vous avez parlé du programme globalement du RDPC, mais je ne sais pas toujours ce que vos candidats iront concrètement faire sur le terrain. Les téléspectateurs n'ont pas entendu des propositions concrètes des candidats. Nos têtes de liste et leurs colistiers sont avec nous dans le porte-à-porte. Et ils disent clairement qu'est-ce qu'ils veulent apporter de plus. Comment ils peuvent améliorer ce qui n'a pas bien marché, parce qu'il y a un programme qui est déjà là. Ce n'est pas maintenant. C'est quoi les grandes lignes de ce programme? Le RDPC est une machine électorale. Donc nous n'attendons pas une campagne pour rafistoler un programme. Nous avons le programme qui est impulsé du sommet par le président national du RDPC et que nous implémentons sur le terrain. Donc nous disons à nos Madame Koyok, je voudrais bien avoir les grandes lignes de ce programme, pardon, j'insiste là-dessus. Les grandes lignes de ce programme. Le programme impulsé par le sommet et puis mis en place par la base. Vraiment, celui que vous allez vendre aux électeurs. Vous vous rendez compte que je dois me mettre à égrener. Vraiment les grandes lignes, juste pour nous rafraîchir la mémoire. Sur quoi est-ce que vous voulez axer cette législature? Si vous y allez, qu'est-ce qui manque à la législature? Qu'est-ce que vous voulez orchestrer? Qu'est-ce que vous voulez impulser? Comme en termes de loi, en termes de contrôle de l'action du gouvernement. Ça, c'est juste pour les législatives. Vous avez vu la loi sur la décentralisation. Et tout est mis en œuvre pour que la décentralisation soit effective. Maintenant, pour juguler le chômage, vous avez vu comment on a recruté, au lieu de 1000 jeunes, 1000 enseignants à l'université, nous sommes actuellement à 1500. Et ça, c'est pas le rôle des députés, hein? C'est pas le rôle des députés de recruter des jeunes. Non, moi, je ne parle pas en tant que député. Non, je parle des législatives. En termes de... Qu'est-ce que vos députés, vos candidats vont à l'Assemblée faire pour cette législature qui arrive? Quels sont les termes fondateurs de votre programme? Maintenant, on peut prendre le cas des municipales. Sur quoi est-ce que vous comptez mettre l'accent globalement? Est-ce que c'est sur pousser la décentralisation? Si oui, jusqu'où? Si oui, comment? Ils venaient d'adopter les lois sur la décentralisation. Donc, ils l'ont fait et de bonne manière. Mais maintenant, ils accompagnent les actions sur le terrain. Vous savez que chaque député a les micro-projets pour entretenir l'électorat. Et je vous dis que ce n'est pas une affaire de campagne. Chaque député sait qu'il a la mission essentielle d'entretenir pendant l'intermandat les électeurs. Nous le faisons. Nous n'attendons pas la campagne pour aller le faire. Donc, les représentants du RDPC au Parlement sont les forces de proposition. Ils permettent, ils font des comptes rendus parlementaires. Il y a certains députés de l'opposition qu'on ne voit même jamais. Dès qu'il a reçu son argent, il disparaît, il attend une autre campagne pour venir insulter les autres. Donc moi, je me dis, nous ne sommes pas là comme les perroquets pour réciter chaque jour. On juge le maçon au pied du mur et tout le monde a vu ce que les anciens députés du RDPC ont fait sur le terrain. Tout le monde a vu le programme de campagne qui a permis que le président gagne avec une forte majorité l'élection présidentielle. Et nous continuons la mise en œuvre de ce programme sur le terrain. Chaque député ne va pas aller créer une cité qu'il va gérer à part. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est contrôler l'action du gouvernement et légiférer. Et je réinsiste, je reprends sur du gouvernement. Légiférer. Non, contrôler l'action du gouvernement. Je vais vous aider, madame, professeur. J'avais un ami gabonais qui était candidat pour être président du Conseil économique et social. Alors, un jour, devant un débat de télévision, il a dit
à sa concurrente. Donnez-moi une seule raison que j'ai de voter pour vous, mais moi je vous donnerai 100 raisons que j'ai de ne pas voter pour vous. Ma collègue Carole, que vous lui donniez une seule raison pour laquelle... Je veux dire simplement, est-ce qu'il y a eu un brainstorming au sein du RDPC se disant, ok, notre pays en termes d'arsenal juridique manque de tel type de loi, tel type de loi dans tel type de loi, et donc on va axer notre prochaine mandature sur cet aspect-là. Après, je n'attends pas les députés. Bon, les électeurs n'attendent pas les députés sur les micro-projets, pardonnez-moi. Vous savez que le reproche a toujours été formulé dans l'utilisation de ces micro-projets, mais il est attendu des députés, pour rester sur le cas des législatives, de contrôler l'action du gouvernement en termes de consommation du budget, en termes de création, en termes de mise en place de la politique nationale adoptée, et bien sûr, de légiférer. Donc, je réinsiste sur légiférer. Par exemple, vous pouvez me dire, le RDPC veut bien retoucher la loi sur le code électoral. C'est peut-être un programme. Il faut que ce soit, c'est pas parce que les gens le réclament. Il y a les gens qui réclament le bulletin unique. Et les gens qui sont analphabètes, vous allez leur tendre un bulletin unique. Et le Cameroun est quand même très loin des pays analphabètes. Ce n'est pas, non, enfin, l'analphabétisme n'est pas aussi accentué que ça. Quand vous trouvez un militant qui n'a pas été à l'école, vous lui tendez un bulletin. Nous trouvons que la loi électorale en place est une loi qui est conforme au contexte des Camerounais. Donc c'est les opposants qui disent que c'est pas une bonne loi, mais c'est une très bonne loi. Aujourd'hui, vous avez le code 8111. Où chacun peut vérifier qu'il est inscrit sur la liste électorale. Si ce n'était pas transparent, je crois que tout est transparent au niveau de RDPC. C'est les autres qui contestent, mais le RDPC ne va pas contester ses propres lois. Francis Fond. Le RDPC ne va pas contester ses propres lois. Si vous arrivez à l'Assemblée, ce serait pour porter quel type de loi? Il faut dire que je ne suis pas zéro tout rond, parce que certainement j'ai des idées. Mais la première des choses qu'il faut faire à l'Assemblée, c'est d'abord de savoir véritablement. Parce que si tu n'es pas député, tu ne peux pas parler de ce qu'il fait, des contraintes qu'il a. Tu ne peux pas. Mais vous aspirez à l'aide. Peut-être vous avez fait vos humanités, vous avez fait les cours. Enfin, vous êtes renseigné sur la fonction de député au moins. Ça, c'est sûr. Exactement. Certain. Je prends un exemple simple. Au vu de la société, par exemple, on nous fait savoir que quand on fait un retrait d'argent, je parle directement, il n'y a pas un système pour contrôler comment les agents sont gérés. Ici, quand je me pose la question, je me rends compte qu'il faut d'abord vérifier comment le circuit est établi. Et maintenant voir si sa petite idée peut marcher. Si sa petite idée peut contribuer de façon positive, alors il y a quelque chose. C'est cette petite idée qu'elle demande. C'est ça, c'est ce que je veux. Vous y allez, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Pour le contrôle. Quand vous allez voir vos électeurs, vous leur dites quoi? Vous leur dites juste, envoyez-moi à l'Assemblée nationale, mais pour y faire quoi? On n'a pas besoin d'aventurier à l'Assemblée nationale. Il faut des gens qui viennent avec des programmes, qui viennent pour légiférer sur un certain nombre de choses, pour impulser au moins des choses. Merci, malheureusement. Oui, évidemment, il faut dire que les conditions de vie dans notre pays ne peuvent laisser indifférent à l'état actuel. Et c'est même ça qui pousse à des comportements à la dérive. Et finalement, on se rend compte que les gens sont abandonnés à eux-mêmes et puis ils deviennent de plus en plus récalcitrants. Donc, moi, ma petite idée s'appuie spécifiquement sur la discipline et le contrôle. Voilà les deux éléments sur lesquels je ne peux pas, excusez-moi de ne pas détailler, c'est mon secret personnel. Vous ne voulez pas qu'on triche vos idées? Oui, je ne partage pas. En fait, j'ai des projets, mais je ne soumettrai jamais mon projet à quelqu'un pour qu'il le réalise, parce que je suis sûr qu'il me dit. Est-ce que vous savez que par la télé, vous pouvez toucher vos électeurs, qui peuvent vous écouter et se dire, ah tiens, finalement, peut-être on va voter pour lui parce qu'il a des bonnes idées? Évidemment, quand je suis avec un électeur, on en parle. Et ça reste à son niveau.
Ne vous Oui. pas qu'à la télé. Non, pas pourquoi. Il y a trop de concurrence. Parce que le NDP s'est pas ajusté son offre. Certainement, Voilà. c'est sûr. C'est sûr. Évidemment, lorsqu'on parle du grand dialogue national, la première personne à proposer une idée de dialogue, c'est le président national de l'UNDP. Vraiment. Finalement, Évidemment. il y a plein de Donc, premières personnes il faut regarder ça comme ça aussi. J'ai mes idées. En fait, je ne sais même pas comment j'ai fait pour être là, mais je sais que c'est Dieu qui me met là. Et s'il ne m'avait pas préparé pour ça, je serais pas du tout là. Merci beaucoup. Anani Rabibidi, on est arrivé à la fin. Est-ce que quand vous écoutez nos deux invités, le RDPC, l'UNDP, vous avez une ébauche de ce sur quoi les électeurs vont les départager le 9 février prochain? Je crois que quand on a entendu, on a trouvé d'abord quelque chose de commun. C'est que pour la première fois, nous avons un député, un futur candidat député de l'opposition qui est discipliné, qui estime qu'il se discipline dès que le sous-préfet prend un texte, il se range derrière. Ça, c'est déjà une grande qualité pour lui, pour la démocratie apaisée qu'on veut dans notre pays. Madame Koyok, elle est du parti au pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle soit déjà disciplinée. Mais nous avons reçu un candidat, et j'apprécie sa façon d'accepter, c'est-à-dire les lois, comme on le dit, et de se ranger derrière la décision d'un sous-préfet. D'accord, merci. La loi. Merci beaucoup. Merci pour sœur Jacqueline Koyok. On termine donc cette émission sans Anissé Kane et sans Pierre et Étienne Tam qui nous ont pourtant assuré qu'ils allaient être... Ils sont dans le porte-à-porte. Non, ils sont dans le porte-à-porte. Ils sont dans le porte-à-porte. Ils font le porte-à-porte. C'est plus simple comme ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Ce soir, on parlera de la mise 2020 sur Canal International, élection législative et municipale. C'est en direct de Yaoundé. Et je vous retrouve lundi, s'il plaît à Dieu, avec d'autres invités et d'autres thèmes à développer dans le débrief de l'actu. Bonsoir.